contre vous. Au contraire, nous pourrons en profiter un peu plus tard. Bienvenue à toutes et à tous. Vanessa, eh bien, écoutez, je vais vous laisser la parole pour inaugurer ce programme. Et oui, regardez, j'ai ma map monde et nous allons faire encore ce soir le tour du monde des confinés. Voilà, dans quelques instants, nous allons découvrir tous nos invités qui sont aux quatre coins du monde ou tout simplement tout près de chez nous. Voilà, pas très loin, à quelques centaines de kilomètres pour Marseille, par exemple. Est-ce que nous sommes prêts, mon cher Olivier? Nous sommes prêts. Eh bien, nous pouvons lancer le top générique. Eh bien, bonsoir, bienvenue dans l'apéro Mondiovisio sur Confinage TV et merci à vous d'être avec nous pour ce moment où on prend un peu le temps, tout en buvant un coup, bien sûr, santé, c'est l'apéro, c'est dans le nom, et c'est en Mondiovisio. On va voyager un petit peu à travers le monde grâce à Romain, grâce à Oscar, grâce à Salah, grâce à Raman et grâce à vous, puisque c'est très interactif, donc vous pouvez bien sûr poser vos questions pendant toute la rencontre. Les micros sont d'ailleurs totalement branchés pour ceux qui le souhaitent. Alors, sans plus attendre, nous allons aller à la rencontre de Romain. Bonsoir. Bonsoir, Romain. Merci d'être avec nous. Alors, on ne va pas se mentir, on se connaît, on est amis. Et en l'occurrence, tu es à Marseille. Oui. Donc, avant d'en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais à Marseille, j'aimerais savoir, c'est quoi la température du confinement à Marseille ? Alors déjà, la température, en termes de température météorologique, déjà, il fait très, très beau ici. On a un peu de Mistral, mais il fait quand même très, très beau. Pour le confort, je coupe les micros et je te redonne tout de suite la parole. Voilà, c'est bon. D'accord. Donc, voilà. Donc, il fait très, très beau. On a un peu de Mistral, mais il fait beau. Après, ce confinement à Marseille, c'est un peu… ça a été un peu difficile, j'ai l'impression. Bon, moi, je vis en centre-ville. Notamment pas très loin de Noailles. Et bon, bah, c'est vrai qu'à Marseille, c'est un peu compliqué le confinement parce que c'est pas trop dans les habitudes des gens de respecter. Tu me disais qu'aujourd'hui, vous êtes un peu libéré du confinement quand même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis que le gouvernement a annoncé que le 11 mai, le déconfinement allait venir progressivement, les Marseillais se sont un peu auto-déconfinés. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens dans les rues et les magasins ne sont pas… En fait, on dirait un gros dimanche. C'est un gros dimanche où les magasins sont fermés. Mais alors, du coup, on voit les boutiques qui ne réouvrent pas, mais qui, du coup, profitent pour faire ce qu'elles n'ont pas le temps de faire le reste du temps. Donc, ça repeint les murs, ça refait un peu la déco. Voilà. Voilà. On ne peut pas dire qu'on soit vraiment dans un confinement très, très, très respecté à la lettre. C'est un peu un dimanche qui dure, tout le monde est dans la rue, tout le monde se promène, tout le monde s'exhibe, enfin tout le monde… Voilà, c'est ça. En plus, ça commence à faire beau, alors ça fait péter les débardeurs et les petits shorts pour notre plus grand bonheur. Et du coup, c'est un peu plus difficile ici. Ouais. Après, c'est compréhensible aussi parce qu'il y a beaucoup de gens à Marseille, surtout dans le centre-ville, qui est connu pour ne pas être très… très facile à vivre. Il y a beaucoup de gens à Noailles qui vivent à 8 dans 40 mètres carrés, où déjà en temps normal, c'est difficile de pouvoir vivre. Donc, les gens sont beaucoup dehors. Donc là, c'est très compliqué. Effectivement. Alors, je ne sais pas s'il y a une spécificité marseillaise dans le paysage. Je pense pas. Alors du coup, bon, après ce petit topo sur Marseille, tu vas nous parler un peu plus précisément de ton travail à Marseille, qui est assez passionnant, puisque je te laisse nous présenter un peu le contexte de ton travail, qui est assez particulier. Bon, alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas mon travail en temps normal, parce que d'habitude, je travaille dans l'audiovisuel et je suis retourné à Marseille pour un petit peu changer d'orientation, pour travailler dans le travail social. On peut dire que j'ai choisi le bon moment, parce que du coup, j'ai commencé à travailler à partir de la deuxième ou troisième semaine de confinement pour le groupe SOS Solidarité. Et donc, je travaille dans ce qui est à l'origine un XAPA. Donc, un XAPA, j'ai fait mes petites notes parce que j'ai du mal à retenir. Ça veut dire Centre de soins, d'accompagnement
et de prévention en addictologie. Donc, en gros, en quoi ça consiste? C'est une maison située sur la Corniche, au bord de la mer. C'est un très, très bel endroit dans lequel sont accueillis habituellement une dizaine de personnes, enfin 10 jeunes de moins de 22 ans qui sont en situation d'addiction, c'est-à-dire souvent c'est post-cure, c'est des jeunes qui sortent de cure. Et le but de cet endroit, en fait, donc, c'est de faire un travail un peu de resociabilisation. Donc, ils ont chacun une chambre avec leur salle de bain, mais tout le monde fait les repas ensemble, font le ménage ensemble. Il n'y a pas de… voilà, le but, c'est de créer de la sociabilisation entre les personnes et de faire des activités. Il y a beaucoup d'activités. Ils font de l'escalade, ils font de la boxe, il y a de la natation, plein de choses. Donc, c'est déjà une très, très belle mission qui est menée dans ce truc-là. Et en fait, également le titre de CHRS, donc Centre d'hébergement. Voilà, et en fait, pendant le confinement, ces jeunes ont été placés en appartement thérapeutique pour ceux qui ne pouvaient pas retourner dans leur famille. Et nous accueillons 10 femmes qui viennent du CHRS. Donc, CHRS, c'est Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, donc avec qui on est en direct avec le 115. Parce qu'en fait, en temps normal, le seul CHRS qui accueille des femmes à Marseille se situe à Saint-Louis, c'est le CHRS de Saint-Louis, et n'est pas du tout adapté au confinement. Il n'est pas adapté du tout d'ailleurs, puisqu'en gros, ce CHRS a été monté dans une école désaffectée. Donc, en fait, les salles de classe sont en temps normal, en fait, il y a des lits, il y a des petits lits comme ça dans des salles de classe où elles sont entre 13 et 15 par chambre. Et donc, évidemment, pendant le confinement, ce n'est pas possible, en sachant qu'en plus, en temps normal, dans ce CHRS-là, je ne sais pas si c'est partout pareil en France, de 9h à 15h, les femmes sont dehors. On ne peut pas les accueillir. Donc, nous avons récupéré une partie de ces femmes-là. Donc, voilà. Et donc, dans ce truc-là, il y a beaucoup d'arrêts maladie. Donc, du coup, ils se sont retrouvés un peu sous l'eau. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire un travail d'éducateur scolaire dans ce XAPA. Avant de parler du travail que tu fais, du tout, les femmes que vous accueillez, du tout, elles viennent plutôt de quelle région du monde? D'un peu partout. Alors, on a une Portugaise, on a une femme du Monténégro, on en a du Moyen-Orient, on en avait une du Mali, si ma mémoire est bonne. Zinab venait du Mali, mais tant mieux pour elle, on lui a trouvé un logement. Il y a un peu de partout. C'est un voyage, là aussi. Tu voyages depuis chez toi, en quelque sorte, enfin, depuis ton travail. Depuis le travail. Et donc, ta mission consiste en quoi? C'est quoi ta mission? La mission, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire en sorte que cette maison tourne bien. Donc, c'est un travail, dans un premier temps, d'accueil. C'est un travail d'accueillant et aussi faire en sorte que ces femmes se sentent bien et en sécurité. Donc, ça veut dire que il va falloir parfois un peu apaiser les tensions parce que forcément, ça va s'engueuler. Ça va être de les accompagner parce que du coup, comme dans ce truc-là, il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas quelqu'un pour faire à manger, de personnel d'entretien. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire allez, mesdames, allez, on va faire à manger, on va faire le ménage. C'est de donner un peu de vie à tout ça et essayer d'apporter aussi des interactions en faisant des ateliers, des trucs comme ça. Et aussi beaucoup parler et passer du temps. Et la majeure partie du temps, c'est un temps que moi, je passe à discuter avec ces femmes-là et faire en sorte qu'elles se sentent en sécurité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça quand tu dis que ce n'est pas ta formation première, ce n'est pas ton métier? Comment est-ce qu'on se retrouve propulsé là-dedans et comment est-ce qu'on fait au quotidien pour faire face à ces missions-là, du coup? Écoute, je ne te cache pas que j'ai beaucoup flippé. Ouais. Parce que, effectivement, même si j'ai quand même une expérience du milieu social à travers des associations avec qui, depuis plusieurs années déjà, je peux mener des actions, je n'ai jamais eu cette expérience professionnelle de travail social. Et en plus, dans un contexte très particulier qui est le confinement, en plus avec des femmes qui ont connu la rue, qui, pour la plupart, même toutes, en fait, ont connu des violences familiale et conjugale, il n'y en a pas une qui ne s'est pas fait taper dessus. Voilà, donc c'est absolument généralisé. Au début, j'ai beaucoup flippé. Je me suis dit, comment je vais gérer ça? Et en fait, j'ai appris parce qu'en fait, il faut savoir que les équipes là-bas, c'est notamment, je crois qu'il nous regarde d'ailleurs, Hakim, le chef de service, je le salue. Grâce à Hakim, j'ai appris beaucoup à faire la distinction entre empathie et sympathie.
C'est-à-dire que l'empathie, c'est indispensable dans ces métiers-là, c'est savoir être à l'écoute des émotions des personnes. Et la sympathie, c'est un peu superposer ces émotions sur celles de l'interlocuteur. Donc voilà, le truc, c'est un petit peu d'essayer d'être très à l'écoute, mais toujours savoir garder sa place. Et au final, ça se passe très bien pour l'instant. Bravo. Est-ce que le confinement, du coup, cette période un petit peu spéciale, c'est plutôt une chance pour ces structures-là, au sens où les populations, enfin, comment dire, les usagers sont plus protégés, ou est-ce que c'est plutôt une malchance? Est-ce que c'est plutôt la merde? C'est un peu un cadeau empoisonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est un peu des… comment expliquer? C'est un peu le jeu… Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là que c'est le jeu des chaises musicales. C'est-à-dire que à la base, on a des jeunes qui sont là dans des situations d'addiction. Bon, on a des femmes, et en fait, il y a un manque cruel d'hébergement d'urgence pour des femmes. Donc, du coup, les jeunes, on va essayer de les placer pour placer ces femmes-là. Mais du coup, ça veut dire que ces jeunes, eh ben, on les a laissés, pour certains, dans des appartements thérapeutiques. Donc, imaginez un jeune de 20 ans qui est en situation d'addiction, enfermé, confiné. Donc, ils sont tous complètement partis en sucette. Ça se passe très mal pour eux pour la plupart. Donc, déjà, ça, c'est très embêtant pour eux. Surtout qu'en plus, comme il y a beaucoup d'arrêts maladie, ben, il n'y a pas les éducateurs qui peuvent aller les voir trois fois par jour pour essayer d'essayer de les maintenir un petit peu en forme. Et ces femmes-là, là, aujourd'hui, elles sont avec nous. On a un médecin qui passe 2 à 3 fois par semaine. On a une infirmière qui passe matin et soir. Donc, en fait, elles ont un toit au-dessus de la tête, à manger matin, midi et soir. On les accompagne, elles sont soignées, elles ont accès à l'hygiène, à la propreté. Et après, une fois que ça va se terminer, en fait, on va les remettre à la rue. Elles vont retourner au CHRS où le reste de la journée, elles seront à la rue. Elles n'ont pas accès à l'hygiène parce qu'à Marseille, il faut savoir qu'il n'y a pas ou très peu d'accès à l'hygiène publique. Il y a très, très peu de toilettes publiques et de bains publics. Il y en a beaucoup moins qu'ailleurs parce quand ils ont tous été détruits dans les années 80 à Marseille, on a beaucoup tardé à en refaire. Donc, du coup, ça veut dire qu'elles vont être… Donc, en fait, c'est un peu… Il n'y a pas assez de structures, il n'y a pas assez de professionnels. Et donc, du coup, bah, c'est les associations et les bénévoles qui prennent le relais. Comme on peut voir, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les actualités à Marseille, où en fait, c'est surtout beaucoup les associations et les bénévoles qui prennent ce relais. Donc, c'est un peu un cadeau empoisonné parce que là, elles sont bien, elles sont soignées, elles mangent, elles dorment bien. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Et après, le 11 mai, vous avez une visibilité déjà ou pas du tout? Vous avancez en temps réel? Enfin, vous Alors, moi à mon niveau, je ne vais pas parler pour le groupe SOS et le CHRS pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Je sais que la directrice du CHRS travaille en étroite collaboration avec toutes les équipes, notamment de la Corniche, pour essayer de trouver des solutions et faire en sorte que justement ça serve d'expérience pour qu'après ça puisse ne pas se passer, que ça puisse se passer différemment après. Mais pour l'instant, on navigue un peu à vue. Après, je n'ai pas toutes les infos, mais on navigue un peu à vue. Merci beaucoup, Romain, du coup, pour ce témoignage. C'était passionnant. Alors, je le rappelle, l'apéro Mondiovisio, c'est on coupe les micros pour plus de confort sonore. Mais du tout, n'hésitez pas à prendre la parole, à brancher votre micro, à poser une question. C'est complètement interactif. Si vous avez une question à poser à Romain, n'hésitez pas. Et Romain reste avec nous, on peut continuer à discuter ensemble. Donc, s'il n'y a pas de questions tout de suite, pour avancer dans notre programme, nous allons à la rencontre d'Oscar. Oscar, c'est un petit peu particulier puisque ce n'est pas toi qui vas parler, mais on va diffuser une vidéo de toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte de cette vidéo? Oui, en fait, c'est la vidéo d'un pote à moi. C'est un Mexicain que j'ai rencontré dans un voyage que j'ai fait. Moi, je me suis retrouvé à Guatemala en voyage, un peu par accident. Donc, j'étais au Guatemala et il avait un Mexicain qui était logé dans les mêmes hôtels que moi. C'était un tout petit hôtel. Donc, on a commencé à parler. Comment? Le même dortoir, enfin le même auberge de jeunesse. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'était un auberge de jeunesse. Donc, du coup, on était tous les deux ensemble. On a commencé à discuter. Lui, il vient de la capitale, si je ne me trompe pas. Je dois avouer que je ne les connais pas énormément. On a parlé 1 ou 2 journées. Lui, il était avec sa copine. Donc, oui, il s'adore voyager. Et c'est un ingénieur. Et là, moi, j'ai continué à suivre sa vie par Instagram. Et lui, avec sa copine, ils ont décidé d'aller en Chine
pour faire des études de chinois. Donc, du coup, ils sont arrivés vraiment au moment où la pandémie a commencé. Et donc, du coup, moi, j'ai suivi un peu ces histoires, comment il commençait à vivre à ça, comment il était enfermé un jour, comment l'autre jour, il avait le droit de sortir au pas. Donc, du coup, j'ai trouvé intéressant de lui envoyer un message et de voir s'il voulait partager un peu son vécu avec nous. Super. Donc, il est en Chine, c'est ça? Il est à Beijing, ouais. À Beijing. Donc, on va regarder la vidéo. Alors, peut-être que tu peux nous la traduire en temps réel. C'est des problèmes techniques, tu nous traduis après. On fait un test. J'envoie la vidéo, du coup, sur l'écran. Ouais. Et soit tu traduis en direct, soit tu nous racontes après ce qui se passe. Okay. Alors, attendez. Du coup, non, c'est pas ça. Pardon. Il faut toujours. Ouais, je commence à parler si éventuellement on n'entend pas bien ou vous me dites d'arrêter de parler. On finit la vidéo et après on discute. Voilà. Donc, tac, on est sur Zoom. Partager l'écran. Voilà, c'est ça. Donc, hop. Voilà. Si vous me dites si vous avez le son ou pas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge. Yo soy un mexicano viviendo actualmente en China. Estoy en Beijing. Il est mexicain, il habite à Beijing. ¿Cómo ha estado la situación aquí del coronavirus? Yo llegué el 3 de febrero a la ciudad de Beijing. Il est arrivé le 3 février. Oui, voilà. Donc, je te laisse mettre pause et après je parle. Oui, c'est vrai. Donc, cuando todo repuntó unas semanas antes, me parece que unos 7 días o algo así antes, fue cuando hicieron el lockdown completamente en Wuhan y todo China estaba muy sacado de onda de qué estaba pasando. Cuando yo llegué aquí a Beijing, me di cuenta que todo estaba pues como un desierto, no había nadie en calles, literalmente la autopista del aeropuerto a donde yo vivía estaba todo vacío. Yo llegué en unos 15 minutos y el cual normalmente sería un trayecto de 1 hora o más por el tráfico. Ok. Ouais, donc du coup, il nous raconte qu'il est arrivé la 2e semaine de février à Beijing. Et il est arrivé juste 7 jours avant que les confinements commençaient. En fait, il est arrivé au moment où à Wuhan, tous les problèmes avaient déjà commencé, mais à Beijing, ce n'était pas encore le cas. Et une semaine après, ils ont déclaré le confinement 7 jours après son arrivage. Et quand il est arrivé, il s'est rendu compte que tout était vide. En fait, il n'avait pas de gens dehors, il n'avait pas de commerce ouvert. Et ça l'a impressionné que les trajets de l'aéroport à la ville, normalement, c'est une autoroute où ça prend en moyenne 1 heure pour y aller. Ces jours-là, ça l'a pris juste 15 minutes parce qu'il n'avait pas de voiture dehors. D'accord. Entonces, así de grave estuvo la situación que en verdad todos se quedaron en casa. Yo creo que a comparación con lo que he visto en otras partes del mundo, aquí la cultura es mucho de apoyar al gobierno, es mucho de apoyar entre todos al país para que salga adelante. Y yo creo que eso es algo que es de admirar. Porque en serio, o sea, aquí no, las restricciones no fueron tal cual como de que si salías te multaban o si salías no podías salir de tu casa. No fue tan estricto tal cual. Yo estoy hablando de Beijing, no sé cómo fueron en otras ciudades. Aquí podías salir a hacer tu súper. Si salías, la verdad, todo estaba cerrado. Ouais. Bon, en général, il dit qu'il voyait que tout le monde restait à la maison une fois que le confinement a été déclaré. Et il raconte que la culture, que la société là-bas va vraiment supporter les décisions du gouvernement et il y a tout le monde qui va penser au bien-être du pays. Donc, du coup, il n'avait pas vraiment des règles très strictes. Par contre, les gens, ils respectaient très bien ces règles. Eso también te obligaba a no salir, o sea, si salías, pues no podías hacer nada realmente. Cuando yo llegué también, tiendas, plazas, pues todo ya estaba todo cerrado. ¿Qué más?
Lo que sí también me di mucha cuenta fue de que habían en todos los lugares, te checaban la temperatura. En todos los lugares te checan la temperatura. En todos los lugares ha sido muy monitoreada esta situación. Y actualmente, hace 2 semanas, yo creo. Ouais, bon, il raconte rapidement que même si on avait envie de sortir, rien n'était ouvert, donc les gens ils n'avaient même pas envie de sortir. Mais dès qu'ils ont commencé à sortir un peu, il avait, avant et après, il avait des gens qui mesuraient la température de tout le monde à chaque endroit. Voilà. Después de 2 meses y medio de que se hizo el encierro, ya pudimos empezar a salir un poco más. Restaurantes empezaron a abrir poco a poco, con sus restricciones, claro está. Por ejemplo, si querías ir a un café, el café literal era una persona por silla, una persona por mesa, perdón, y no podía haber más. En cuanto a restaurantes era lo mismo. 2 personas a lo mucho por mesa y tenían que estar separadas, una del lado derecho, una del lado izquierdo, y tenía que estar todo el lugar más o menos a un 30% de su capacidad para que no hubiera conglomeraciones. Et après, il raconte qu'ils ont commencé à réouvrir, à faire le déconfinement 2 mois et demi après. Et donc, du coup, les commerces et les restaurants, ils ont commencé à ouvrir. Et pour les cafés, par exemple, il raconte que c'était limité à 1 personne par table. Et pour les restaurants, c'était limité à 2 personnes par table. Et les tables devaient être mises à l'opposé de l'établissement. Donc, du coup, les établissements, ils s'étaient remplis en moyenne à 30% de sa capacité totale. Ahorita ya casi todos los restaurantes están abiertos. Sin embargo, todavía cuentan con muchas restricciones. Tienes que hacer reservaciones para que puedan tener cierto número de personas nada más en ese restaurante. Justo antier, el 30 de abril, se catalogó a Beijing como ya no más una ciudad de alto riesgo para contraer el COVID-19. ¿Y eso qué ha ayudado? Pues ahorita tuvimos 5 días de vacaciones y ya abrieron casi todos los parques, todas las atracciones turísticas, pero igual con sus restricciones. Hasta cierta capacidad, o sea, no puede estar como muchísima gente en todos los lugares turísticos. Ok. Donc, du coup, il dit que maintenant, presque tout est ouvert à nouveau. Par contre, pour les lieux touristiques, les restaurants, tout ça, il faut forcément avoir réservé avant d'y aller. Si tu n'as pas une réservation, tu ne peux pas y aller. Et il a dit que le 30 avril, Beijing a été déclarée comme une ville hors du risque Covid. Donc ça les a permis de continuer à ouvrir tous les commerces. Mais il y a encore beaucoup de restrictions et de mesures de sécurité. Otro punto es, tienes que reservar sí o sí, porque si no, no te van a dejar entrar. El otro punto importante sería que te revisan, que ya cumpliste tus 14 días de cuarentena si vienes de otra ciudad de China o si vienes de fuera del extranjero, es lo mismo. Hay una aplicación que muestra que tú estás sano y que tú ya has estado más de 14 días en Beijing. Entonces, cada lugar al que vas, normalmente te piden eso o te piden una verificación de tu compañía de celular, la cual te hace un traqueo de los últimos 14 días en dónde has estado. Entonces, la cosa aquí sí ha estado muy controlada. Après, il dit que pour pouvoir sortir, si tu viens d'une ville en dehors de Beijing ou si tu viens de l'étranger, tu dois forcément avoir passé par une quarantaine de 14 jours. Donc, tu dois prouver comme quoi tu restes en quarantaine 14 jours. Et pour ça, il existe une application que le gouvernement a déployée. Et dans cette application, voilà, il a une espèce de code qui va te permettre de prouver que tu as déjà fait cette quarantaine. Et sinon,
ils sont parlé avec les compagnies de téléphonie mobile. Et en gros, c'est eux qui donnent l'information. Ils sont un espèce de tracking. Donc, ils vont savoir où tu as été. Donc, comme ça, ils vont prouver si tu as vraiment respecté la quarantaine ou pas. Sí ha hecho muy bien las cosas y más que nada la sociedad, eso es muy importante. Todos han obedecido y yo creo que eso debería de ser un aprendizaje para todos en el mundo, de que pues sí se puede con esta situación y espero que todos estén muy seguros en casa. Cuídense mucho y saludos. Gracias. OK. Et à la fin, il a dit que lui, ça l'a impressionné que la société chinoise, ils sont très obéissants, ils sont bien respectés les règles, les confinements. Et il considère que le gouvernement a fait un très bon travail pour essayer d'arrêter, c'est son point de vue, pour essayer d'arrêter cette maladie. Et il dit que voilà, que c'est possible, que même en Chine, même là-bas, c'est possible d'arrêter cette maladie. Donc, il espère que la façon dans laquelle ils sont gérés les problèmes, ça puisse être un exemple pour le reste du monde. Voilà. Donc, merci beaucoup, Oscar. N'hésitez pas à poser vos questions, à intervenir si vous le souhaitez. Hein, c'est l'apéro Mondio Visio. Si j'ai bien compris, on peut aller au café à Beijing, mais tout seul à table. On peut aller au restaurant, mais à deux, une table sur deux. En gros, si j'ai bien compris, les cinémas fonctionnent à peu près. En gros, la vie reprend, mais à des conditions très spéciales quand même. Ouais, c'est très strict. Et moi, je l'ai demandé, j'ai dit, il y a des choses qui t'ont choqué, il y a des choses que tu as vécues, que pour toi, c'est un peu extrême, c'est un peu différent. Et en fait, il m'a dit qu'après les confinements, bon, lui, il a continué à faire un peu de tourisme dans la ville. Les masques, c'est obligatoire. Donc, du coup, il est parti avec ses amis et il a un de ses amis qui avait le masque vite fait pour faire une photo, pour avoir les sourires. Et il m'a raconté qu'il a la police, une dame de la police qui arrivait tout de suite. Elle a commencé à crier tout, en lui demandant de remettre les masques. Et voilà, comme s'il était, il m'a dit limite comme s'il était un criminel. C'était vraiment quelque chose de très rare en fait. Il ne permet pas que les gens enlèvent les masques, même pas 5 secondes. Et puis on a compris aussi qu'il y a ces les fameuses applis qui permettent de tracer tout le monde et de savoir si vous avez respecté ou non les règles. Ça, d'un point de vue un peu français, ça paraît très chinois quand même, ce truc un peu où on peut vous tracer tout le temps et savoir si vous avez respecté ou pas les règles. Ouais, c'est ça. Et soit ils sont l'application, soit ils vont avoir accès à ton tracking grâce à ta compagnie téléphonique. Donc, en gros, tu n'as pas trop le choix. Ouais. Alors, on en est... Pardon, il m'a juste raconté aussi, j'avais juste vite fait demander s'il y avait d'autres choses qu'il avait percuté. Il m'a dit qu'ils ont fait une espèce d'hommage. Une journée, ils ont allumé les alarmes, les klaxons, et les voitures, ils sont klaxonnées, tout le monde a fait du bruit. Et après, ils ont fait une minute de silence pour les gens qui sont morts à cause du Covid. Et après... Est-ce qu'il a des chiffres? Il t'a pas parlé de chiffres, enfin, il a d'autres chiffres à part des chiffres avancés par le gouvernement? Il y a des choses qui se parlent dans la rue, des gens me disent que c'est vrai, c'est pas vrai, non? Il sait pas. Non, franchement, je ne sais pas. Non, désolé. Merci Oscar. Alors effectivement, en France, on n'est pas encore là au sens où nos fameuses attestations numériques peuvent poser des questions puisqu'on ne sait pas comment ces données peuvent être gérées. Peut-être qu'on y viendra un jour. Merci beaucoup Oscar pour ce témoignage. On va retrouver pour continuer cet apéro Mondio Visio Salah. Alors Salah, merci d'être avec nous. Alors toi, bon, on est amis aussi, on se connaît. Tu bosses plutôt dans le milieu tu es musicien, mais en l'occurrence, tu arrives du Nigeria. Oui. Tu es beaucoup au Nigeria et tu es arrivé du Nigeria il y a très peu de temps, au début du confinement, je crois. Oui. En fait, on vit au Nigeria depuis la rentrée 2016, donc ça va faire 4 ans maintenant. Et donc, en fait, pour parler un peu de ma vie personnelle, juste avant le confinement, moi j'étais, d'ailleurs, j'ai flippé parce que j'ai beaucoup voyagé juste avant
avant cette histoire de confinement, avant qu'on nous dise en fait c'est sérieux, c'est pas de la rigolade. Moi j'étais au Brésil, j'ai passé par Milan, enfin pas par Rome le 29 février. Après je suis revenu en France, je suis parti en Algérie parce que j'ai perdu mon frère, j'ai dû serrer la main, je sais pas combien de personnes, et je suis reparti au Nigeria le jour du confinement, le 17. Je suis parti au Nigeria, arrivé là-bas. On a décidé rapidement avec ma compagne que je rentrais en France avec les enfants parce que c'est elle qui est en poste. Le confinement au Nigeria existe ou... Oui, il a commencé il y a maintenant 3 semaines. Après, c'est un confinement un peu dérisoire dans le sens où je ne sais pas comment ça se passe. Ils l'ont imposé dans les villes. Les principales villes, Kano, Abuja, la capitale, et Lagos, la capitale économique et culturelle, et Enugu, je crois. Après, ils ont allégé parce que c'est compliqué de faire un confinement dans des pays comme ça. Enfin, moi, je connais. Qu'est-ce qui est différent pourquoi c'est compliqué du coup? À Lagos, par exemple, 70% de la population lagosienne vit du marché parallèle, c'est-à-dire c'est des petits commerces, c'est des petits marchés, c'est pas. Donc si le gars ou la dame, enfin la femme ne sort pas pour vendre ce qu'elle a à vendre ou faire son business, elle ne mange pas. Il y a des gens qui vivent au jour le jour depuis des années. La vie est très 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 violente au Nigeria. Enfin, en l'occurrence à Lagos, parce que Lagos c'est la ville de l'argent. On vient faire fortune, mais c'est pas tout le monde, malheureusement. Et du coup, quand on parle d'inégalité, oui, c'est vrai que ça existe en France, mais quand on va au Nigeria, on va à Lagos, on se dit, putain, c'est entre le mec qui peut se permettre d'habiter un appartement qui coûte 5 millions de dollars et juste en bas de l'immeuble, il y a quelqu'un qui vit avec moins d'$1 par jour, la différence est énorme. Est-ce que c'est un pays où il y a des grands écarts entre les très mais c'est énorme. C'est énorme, c'est inimaginable. C'est-à-dire, il faut vraiment. Enfin, moi, j'ai pas de mots pour l'expliquer, mais il faut le voir. Entre ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est-à-dire en abondance, et ils le montrent. Et puis ceux qui n'ont vraiment rien ou moins que rien. Je te dis, au Nigeria, il y a à peu près 200 millions d'habitants. Il y a plus de 80 millions qui vivent avec moins d'$1 par jour. Ça veut dire avec un budget annuel de 365 $, tu vois. Et toi, à Lagos, autant qu'Européen, entre guillemets, parce que tu aimes bien manger un peu de fromage, parce que tu aimes bien un peu de jambon, parce que tu aimes bien manger un yaourt pour tes enfants, et ton caddie de la semaine, et c'est la moitié même peut-être l'année de la majorité des habitants de Lagos. Enfin, voilà. Alors, pour info, on va juste aller voir le Nigeria, ça se situe ici, en fait. Vous le voyez sur l'écran. Le Nigeria, c'est entre le Cameroun, sous le Niger, le Tchad. Enfin, le Nigeria, c'est ici, c'est du tout. Voilà. Et moi, je suis à Lagos, voilà. À Lagos. Tu rapproches Lagos, voilà. Pour raconter où c'était, du coup. Voilà, c'est une mégapole, il y a 22, ils ne savent pas, entre 20 24 millions d'habitants. Voilà. Où la vie, c'est une ville d'argent, de business. Il y a bien sûr le pétrole. Il y a des grosses compagnies pétrolières qui sont là-bas. Nous, on est là-bas, c'est plutôt Emma que tu connais qui travaille dans la coopération. Elle est directrice adjointe de l'Alliance française et directrice des cours. Donc, on est plutôt dans un autre monde qui nous rapproche beaucoup plus des gens d'ailleurs oui, les gens d'une manière générale. Et elle est toujours là-bas, du coup, tu nous as dit. Toi, tu es rentré avec les enfants, voilà, elle est restée là-bas parce que, en tous les cas, aujourd'hui, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères maintient, je pense, tout le personnel diplomatique est en poste. Voilà. Ils n'ont pas plus d'infos que ça, ils doivent rester, même si le travail ne se fait pas vraiment parce que il n'y a plus de cours, il n'y a plus d'événements culturels, il n'y a plus de cinéma. À l'Alliance française de Lagos, il y a un superbe restaurant, il est fermé. Il n'y a plus rien. Actuellement, à Lagos, tout est fermé.
Mais après, il y a un semblant de vie dans la rue parce que les gens, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils essayent de trouver à manger. Voilà. Et ce commerce parallèle dont tu parlais, il subsiste, il existe, il essaye d'exister. Il essaye d'exister. Quand je parle du marché parallèle, c'est vraiment un. Par exemple, la ville de Lagos, elle est connue pour ses bouchons, enfin, ce qu'ils appellent le go-slow. Même Fela Kuti a chanté. Hein? C'est pas les bouchons lyonnais, c'est d'autres formes de bouchons. Voilà, les go-slow, ils appellent ça les go-slow. Et dans les go-slow, par exemple, tu peux tout acheter. Tu peux tout acheter, c'est-à-dire du chewing-gum jusqu'au cintre, faire à repasser, je ne sais pas moi, à manger, à boire, enfin tout. Enfin, après, il y a beaucoup, par exemple, il y a beaucoup de ventes de DVD, de cinéma nigérian. Il est vendu, enfin, la distribution elle se fait dans les bouchons. C'est un gros business. Ça représente 7 milliards de dollars quand même. C'est le cinéma nigérian. Et la majorité des films sont vendus dans la rue. Donc, tu imagines ce que ça peut représenter comme manque aujourd'hui à tous ces gens, ces jeunes femmes, jeunes garçons qui vendent dans les bouchons parce qu'il n'y a plus de bouchons, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus de trafic. Et du coup, voilà, et tous ces gens-là, moi je sais que j'ai discuté avec un gars que je croisais souvent dans le quartier, voilà, parce que j'ai toujours le même bouchon, voilà. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu fais ça à plein temps? Et il m'a dit, moi je fais ça parce que je dois payer mes études. En fait, dès que j'ai assez d'argent pour payer mes études, je disparais, vous ne me voyez pas là. Et dès que j'ai plus d'argent pour payer mes études, je reviens pour vendre des cacahuètes, ou je vends des CD, ou je vends des trucs. Voilà. Donc, après, le Nigeria, d'après les chiffres officiels, il n'y a pas, sur 200 millions d'habitants, ils annoncent un chiffre à peu près autour de 2500 cas. À Lagos, il y a 1000 cas. Il y a entre 20 et 30 morts décédés par le coronavirus, sachant qu'il y a eu 18 morts la semaine dernière. Ça c'est vraiment par balle, par les flics, parce qu'ils ne respectaient pas, dans certains quartiers, ils ne respectaient pas le confinement. Ils ont fait des descentes, ils ont tiré dans des bars un peu, ce qu'ils appellent les maquis, les bars un peu informels, ils ont tiré dans le tas. Voilà. Voilà. Donc, la situation, j'ai eu ma compagne, des amis sur place, la situation, il y a de plus en plus de cas maintenant. Et les gens, ils ont peur. Au même temps, ils sont passés par d'autres virus. Nous, il est arrivé juste après la fin d'Ebola. Et on sait que Lagos, ils ont super bien géré cette maladie-là. Il n'y a pas eu beaucoup de... Ils ont évité la catastrophe. Enfin, j'espère qu'ils vont pouvoir éviter une deuxième catastrophe avec le coronavirus, parce que si ça prend dans une ville comme Lagos en termes de présence humaine au mètre carré, ça va faire très mal. Ça va faire très mal parce que après, le système de soins ne suit pas. C'est vraiment leur système de soins, c'est pire qu'à l'américain, c'est-à-dire tu as de l'argent, tu es soigné. Tu n'as pas d'argent, va mourir. À titre d'exemple, l'année dernière, un ami qui était le collègue d'Emmanuel, il a fait la veille de son départ, après 4 ans du Nigeria, il n'avait rien fait, voilà. Après, c'est un amoureux de moto, il a fait un accident de moto. Vraiment la veille de son départ, définitivement. Et bon, une blessure un peu grave. À 2 h du matin, on l'a emmené à l'hôpital. Et il fallait sortir l'équivalent de 4 000 € tout de suite. Sinon, le gars, il ne touchait même pas un calmant, rien. On paye après. Donc voilà. Ouais, c'est une autre forme de violence. Mais du coup, tu as un pied au Nigeria, mais tu as aussi un pied en Algérie. Et je voulais en profiter pour savoir si tu avais des nouvelles sur l'Algérie. C'est quoi le confinement en Algérie, du coup, en ce moment? Il y a un confinement qui n'est malheureusement pas, d'après les échos que j'ai, des conversations, des échanges que j'ai avec des amis, la famille. Dans certaines villes, le confinement n'est pas vraiment respecté. Il y a une espèce de couvre-feu qui est instauré de 19 h à 7 h du matin. Ouais. Mais bon, après, moi connaissant Alger, il y avait déjà un couvre-feu. C'est pas une ville qui vit.
hein. Voilà, des bonnes, voilà. À part quelques restos d'ouverts à l'époque, voilà. Donc, les gens rentrent généralement chez eux à 19h. Est-ce que c'est un couvre-feu moins violent que les autres, que l'autre couvre-feu? Parce que pour le coup, est-ce que c'est moins ouvert? Enfin, Oui, oui, bien sûr, mais on est dans une situation, même si aujourd'hui le pouvoir algérien vit l'arrivée du coronavirus comme une espèce de sauveur du système, enfin, parce que ça fait quand même plus d'un an que tous les vendredis, il y avait des manifestations, il y avait une contestation présente au quotidien pratiquement. Enfin voilà, les mardis c'était les étudiants, les vendredis c'était tout le monde. Et avec l'arrivée du coronavirus, donc il n'y a plus de manif, donc le pouvoir, j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de profiter de cette situation pour réprimer davantage. Il y a que le pouvoir en place se sert du corona pour asseoir un peu plus sa dictature entre guillemets. Exactement. Il y a des copains journalistes actuellement en prison qui sont même pas. Il n'y a pas eu de procès. Le dernier qui a été emprisonné. Il est connu pour être un journaliste engagé. Il a été arrêté parce qu'il a déjeuné avec d'autres journalistes, avec l'ambassadeur de France, sachant que c'est des pratiques, c'est des déjeuners avec les ambassades. On le sait, enfin, toutes les ambassades du monde. Enfin, je sais que quand j'étais à Alger, voilà, l'ambassade de France, d'Italie, des États-Unis, d'Angleterre, enfin, invite généralement la société civile algérienne, que ce soit dans le monde culturel, artistique, journalistique, ils invitent, voilà, c'est juste pour échanger, pour prendre des températures. Et ce gars, Darani, a été arrêté juste au début du confinement, et là, il est en tôle, et on sait très bien dans quel état sont les prisons en Algérie. Voilà, et que on ne peut pas faire de contestation, il n'y a pas de manif, il n'y a rien, à part les réseaux sociaux qui continuent de fonctionner. Mais je n'ai pas l'impression que ça agisse d'une manière efficace en tous les cas, sur les décisions ou sur la mainmise du pouvoir aujourd'hui. On comprend assez bien ce que tu nous décris, c'est-à-dire qu'en fait, cette crise sanitaire est une fois de plus le moyen au pouvoir en place d'asseoir son pouvoir et de s'en saisir pour voilà. Enfin. On parlait, notre ami nous parlait de la Chine, c'est-à-dire heureusement enfin, du moins le monde auquel je crois, le monde du progrès, le monde démocratique. Je parle pas des politiques, hein, vraiment, je parle de nous et qu'on n'a pas trop cru à cette comment dirais-je, image, ou je ne sais pas, véhiculée par la diplomatie chinoise en disant que nous avons bien géré cette situation qui, moi, on ne fera jamais croire qu'il y a eu que 4000 morts en Chine. Ce n'est pas vrai, on le sait. Et que, et ben oui, moi, je suis content qu'en France, on refuse le tracking. Je suis content qu'en France, on a du mal avec le confinement. Bordel, c'est quand même des atteintes à la liberté, même si on est tous contraints. Voilà, on est tous confinés, on l'accepte plus ou moins, mais en même temps, on pose des questions. On pose des questions. Et moi, j'ai pas envie à la limite, j'ai envie de mourir du coronavirus dans un monde libre et je n'ai pas envie de mourir dans les geôles d'un pays dictatorial, enfin, voilà, sous des régimes dictatoriaux. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, Salah, pour ta contribution. Tu restes avec nous. C'est Cédric qui va nous présenter Raman, du coup. Alors, Cédric et Raman sont avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Hop, faut activer votre micro, Raman. Oui, c'est bon. Bonsoir, bienvenue. Je vous laisse avec Cédric. Du coup, merci Cédric et Raman. Salut Raman. Salut. Je vous présente Raman, dont j'ai fait la connaissance l'année dernière, ou il y a 2 ans, je pense à l'occasion de la sortie d'un documentaire qui était dédié. Un documentaire qui s'appelle Unbroken Paradise, qui a été réalisé, si je ne dis pas de bêtises, par Juan David Romero en 2018. Et dont Raman est le héros, et c'est le parcours d'un jeune Syrien qui se retrouve en France. Mais peut-être que tu veux déjà, comment ça va toi? T'es où? T'es à Bordeaux là, c'est ça? Je suis à Bordeaux, oui. Comment ça se passe ton confinement à Bordeaux? Moi, très bien. Franchement, je vis très bien le confinement. Au contraire, je trouve que c'est quand même une chance en fait de vivre le confinement, en tout cas en France, on va dire.
Parce que j'ai déjà vécu la période de couvre-feu en Syrie, parce que j'ai vécu la guerre en Syrie pendant à peu près 2 ans et demi. Et donc là-bas, par exemple, pour aller sortir, juste aller chercher la nourriture, on n'avait pas le droit. En fait, on n'avait jamais le droit de sortir. On risquait la mort, on risquait des balles de sniper. La nuit, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas de l'eau, donc c'était assez compliqué en fait. La situation, on ne pouvait pas du tout le comparer avec la situation de confinement en France. Ici, on a quand même le droit d'aller sortir, aller chercher nos courses, aller se balader autour de chez nous. Donc voilà, on est quand même assez. C'est vrai que notre liberté maintenant, elle est un peu restreinte, mais on a quand même un moyen de bouger un petit peu, on va dire. Est-ce que tu as des nouvelles de la Syrie? Oui, Comment ça se passe là-bas? Je suis toujours les nouvelles en Syrie actuellement, surtout. En fait, il faut savoir qu'en Syrie, depuis 2011, c'est un pays qui est toujours sous couvre-feu, mais un couvre-feu qui est vraiment violent. C'est-à-dire qu'on utilise des armes. La nuit, on ne sort pas du tout. On n'a pas du tout le droit de sortir. Comment? Depuis 2011? Depuis 2011, depuis le début de la révolution, en fait, le 15 mars 2011. Voilà. Ça fait à peu près, ça va faire bientôt 10 ans, malheureusement. Et donc, depuis cette date-là, le pays il est déjà sous couvre-feu. Il y a des bombardements, les gens ne sortent pas librement. Le pays souffre d'une crise économique qui est, voilà, qu'on ne peut pas du tout l'imaginer, en fait. Les moyens de salaire là-bas, c'est à peu près 30 euros par mois, 30 $ par mois. Sachant que la plupart des gens, ils ont perdu leur emploi parce qu'il y a à peu près 12 millions de déplacés en Syrie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, la plupart des gens, malheureusement, ils n'ont pas d'emploi du tout, en fait. Et aujourd'hui, actuellement, la Syrie est divisée on va dire, en deux parties. Il y a le nord de la Syrie, vers la région de Idlib. C'était une ville qui était de population à peu près 800 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont à peu près 4 millions. Donc, il y a tous les réfugiés rebelles qui sont contre le régime, qui se sont réfugiés là-bas, ou qui ont été déplacés, en fait, par force, de Alep, de Damas, tout ça. Et là-bas, par exemple, il n'y a pas de mesure de confinement. Il n'y a absolument rien. La vie se déroule normalement. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas des moyens pour vivre sous des mesures de confinement, en fait. Ils sont obligés de travailler, ils sont obligés de sortir, sinon c'est assez compliqué. Même j'étais en train de voir une vidéo il y a 2 jours, parce que vous savez, c'est le Ramadan, donc la Syrie, c'est une majorité musulmane, hein, et donc il y a encore des gens qui vont aller aux mosquées pour faire la prière et tout. Donc il n'y a absolument rien. Et on ne sait pas par rapport à les chiffres, par exemple, de ceux qui sont contaminés par coronavirus, les chiffres officiels de l'État, c'est 47 personnes. Sauf que il faut. C'est le régime syrien. C'est pire que le régime chinois, quand même. Sachant qu'il y a 2 mois, il y a l'ancien ministre de l'armée syrienne qui habite en France, qui a eu des nouvelles du régime syrien, de l'intérieur, en fait, par des amis et tout, qu'en mars, il y avait déjà à peu près 1000 cas en Syrie. Parce qu'en fait, il y a toujours le pèlerinage des chiites, des gens qui viennent de l'Iran, de l'Irak, de l'Afghanistan, qui viennent dans certains endroits, par exemple à Damas, pour faire le pèlerinage, on va dire. Et en fait, la plupart des gens qui sont rentrés chez eux, en Iran ou en Afghanistan, ils ont été déclarés comme contaminés de coronavirus. Sauf qu'en Syrie, on n'a jamais les dates exactes, les chiffres exacts. Et en fait, chaque quelques jours, il y a des militaires qui vont se déplacer dans des hôpitaux pour donner toujours des restrictions, pour dire qu'on n'a pas le droit de déclarer, s'il y a des gens qui sont morts par coronavirus, on n'a pas le droit de déclarer qu'ils sont morts à cause de virus. Parce que malheureusement, en fait, malheureusement, c'est la réalité, c'est que le régime n'arrive absolument pas à gérer la situation en Syrie aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui, qui a créé une espèce de conflit médiatique entre les Russes et les Syriens aujourd'hui. Parce que les Russes, de base, ils devaient intervenir pour protéger le régime syrien, que ça devait être une protection partielle, juste leur donner un coup de main. Et ça fait depuis 2015, donc ça fait à peu près 5 ans,
Sauf que le régime aujourd'hui, après qu'il a pris le pouvoir de plus de 90% de la Syrie, bah, il arrive à absolument rien gérer. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils ont mis des mesures de confinement dans les zones qui sont qui sont contrôlées par le régime syrien, ils ont mis une mesure de confinement partiel, c'est-à-dire quelques heures par jour. Sauf que ça n'a absolument pas marché parce que les gens ils étaient obligés d'aller se déplacer au travail à cause de, comme on l'a dit, la situation économique qui est assez compliquée. Et aussi, bah, l'État, il n'arrive pas à gérer cette situation en allant distribuant du pain, de nourriture et tout ça. C'est vraiment catastrophique, on va dire. Et du coup, quelle est la... Enfin, on a tous vu des images terribles de bombardements depuis des années en Syrie. Est-ce que qu'est-ce qui reste comme infrastructure pour ce genre de crise? Est-ce qu'il reste des hôpitaux? Est-ce que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, on avait le témoignage d'une personne qui était à Kaboul et qui nous racontait que le dernier hôpital qui s'occupait du coronavirus venait de fermer, personne ne savait pourquoi. C'est quoi la situation sanitaire en Syrie En fait, ça dépend des villes où il y a encore sous le contrôle du régime, il y a encore des hôpitaux, sauf les grandes villes qui ont été touchées, par exemple comme Alep, Homs. Bah, il y a beaucoup moins d'hôpitaux maintenant, surtout à Alep. À Alep, pendant la guerre, quand ils ont attaqué le régime, enfin, la région de Alep de l'Est et les banlieues, tous les hôpitaux ils ont été bombardés. Il y avait un seul hôpital à cette époque-là. Et aujourd'hui, par exemple, à Idlib, bah, il n'y a pas d'hôpital officiel, c'est-à-dire il y a juste on va dire des espèces de maisons ou d'anciennes écoles qu'on a installé certains lits dedans, et c'est tout. Mais ce n'est pas des vrais hôpitaux, en fait. Ce n'est pas des vraies infrastructures qui sont équipées. Et par exemple, dans la région de Deir ez-Zor, c'est à côté de la frontière de l'Irak, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y en a pas du tout. À cause de la guerre, bah, tout a été détruit, en fait. Et j'étais en train de voir l'autre fois la capacité de lits de réanimation en Syrie. Ça ne dépassait pas les 1000 lits dans la totale de surface de la Syrie, en fait, dans toutes les villes. Voilà. Bon. Comment est-ce que tu fais, toi, en ce moment parce que on s'était croisé avec Raman, parce que Raman, depuis la sortie du documentaire, fait un peu le tour de France et fait un truc que je trouve extrêmement important. Le documentaire est montré dans plein d'écoles dans toute la France. Donc Raman est toujours dans un train entre deux trains ou entre deux trajets et va à la rencontre de plein de lycéens à travers toute la France. Tu fais comment en ce moment? Comment est-ce qu'on peut voir ton documentaire? Est-ce que tu continues à voir des gens? Comment ça se passe? Alors, si je peux expliquer vite fait, si vous me permettez, en fait, j'ai fait ce documentaire. Ça fait à peu près 6 ans que je suis en France. Et en fait, depuis que je suis arrivé en France, j'ai remarqué que la situation des réfugiés, c'était c'était catastrophique, en fait. Il n'y avait pas un vrai accueil, en tout cas en France, on va dire. Dans certains pays européens, ça change un petit peu. Et aussi, on ne parle pas du tout de la réelle situation des réfugiés dans le monde, parce qu'à chaque fois, on va parler de leur nom. Et ce n'est pas les réfugiés qui vont aller sur les plateaux de télé parler. Et aussi, on ne parle absolument pas de la situation en Syrie, c'est-à-dire de dire qu'il y a une guerre entre la population, ou si on préfère dire les rebelles, et de l'autre côté, le régime syrien qui ont des alliés iraniens, russes, tout ça, et Daesh. Parce qu'en fait, Daesh attaque aussi les rebelles, attaque les zones qui sont déjà libérées par des rebelles. Et il n'attaque jamais, on va dire, le régime syrien. Il n'y a jamais une vraie guerre. Donc, j'ai créé ce documentaire avec un réalisateur colombien-américain suite à plusieurs manifestations que j'ai organisées à Lyon, Paris et Bordeaux. Et aujourd'hui, en fait, ça fait à peu près 2 ans et 2 ou 3 mois, je fais des projections dans des lycées, des collèges, des facs, devant des partis politiques, des associations, pour justement parler de ces deux causes-là, pour expliquer mieux et pour témoigner, en fait, pour raconter mon témoignage. Et vu que maintenant, c'est une situation assez exceptionnelle, c'est le confinement, donc on a décidé de faire la version en ligne, la conférence en ligne. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait la première conférence en ligne. C'était avec un lycée à Hasbourg. Hasbourg, c'est à Nord-Pas-de-Calais. Et donc, voilà, d'abord, j'envoie un lien en privé, ils vont visionner le film,
qui dure à peu près 25 minutes. Et ensuite, on a un temps d'échange à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour pouvoir répondre aux questions des élèves, des étudiants ou même des professeurs pour parler de la situation, par exemple, des études comparées entre les études en France et en Syrie pour que les élèves puissent se rendre compte de la chance qu'ils ont ici, en fait. Voilà. Parler de mesures de confinement ici et le comparer avec le couvre-feu en Syrie pour qu'on puisse comprendre aussi que malgré la situation qui est assez compliquée, surtout les premières semaines, mais on a quand même énormément de la chance que si on tombe malade, on a quand même des hôpitaux qui pouvaient nous prendre en charge. Les prix, ils sont quand même, ils ont resté pareils, alors que, par exemple, je n'ai pas parlé de ça, en Syrie aujourd'hui, pendant cette situation-là, déjà, c'est le Ramadan. Pendant les mois de Ramadan dans les pays arabes, c'est assez connu en fait dans la culture. Les prix explosent. Et là, à cause de coronavirus, les prix, ils ont triplé, voire même ils ont augmenté juste x10 en fait. Alors que c'est déjà beaucoup trop cher à cause de la guerre. Et donc, j'essaie de expliquer tout ça pour que les gens puissent relativiser et se dire qu'en fait, on a vraiment de la chance en France et que je puisse aussi inviter des gens à aller vraiment s'engager dans les associations humanitaires ou politiques, parce que les deux m'intéressent et ça me tient à cœur de défendre ces deux sujets-là. Et par exemple, le samedi prochain, j'ai encore une projection qui est ouverte au public. D'ailleurs, je vous invite si vous en avez envie. Samedi prochain, voilà, j'allais te demander comment est-ce qu'on pouvait faire pour voir ton film. On peut voir le documentaire. En fait, j'ai fait le documentaire, il n'est pas disponible en ligne parce que pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le contact avec des gens, comme cette discussion-là en fait. Et donc, par exemple, le samedi prochain, j'ai mis sur mon Facebook, si vous voulez, je vous laisse un message. J'ai laissé samedi prochain à 16h, je fais une projection qui va durer à peu près 2 heures de projection de film et de discussion. Voilà. Merci beaucoup, Raman. Merci beaucoup, Raman. Avec plaisir, merci beaucoup pour ça. Parce que Romain a une question. Oui. Pardon, une question, non, non. Alors, avant de rendre l'antenne, du coup… Non, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui. Ça marche, oui. Raman, je voulais savoir, est-ce que ton documentaire a-t-il été diffusé à Marseille et est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir continuer à faire ce tour de France une fois que ce confinement sera terminé? En fait, j'avais des projections prévues, pas à Marseille, à Nice, juste à côté. Et j'avais déjà fait des projections à Rias, c'est pas très loin aussi. Mais ça m'intéresse toujours, en fait. J'avais 25 projections prévues entre mars et mai. Tout a été annulé à cause du confinement. Et évidemment, ça m'intéresse et je continue toujours. Là, j'ai déjà des invitations. J'ai déjà des invitations. C'est la première fois que je reçois une invitation officielle du gouvernement français. À Stockholm, c'est l'ambassade de la France qui m'organise une projection là-bas en novembre, par exemple. Merci beaucoup, Raman. On va rendre l'antenne, malheureusement. On a le plus petit cabaret du monde. Tu vas prendre le relais. Un petit conseil avant de se quitter, Raman. Qu'est-ce que vous nous diriez pour se dire au revoir? Écoutez, il faut toujours garder le moral. Hein. Je pense que c'est hyper important. Et voilà, on a plein de choses à faire. On peut lire des livres, regarder des films, faire plein d'activités qu'on n'a jamais eu de la chance et l'occasion de le faire. Donc, honnêtement, profitez. Voilà. Merci, Raman. Merci, Raman. Un petit mot pour se dire au revoir, un conseil, une humeur. Ouais, moi, j'ai juste envie de reprendre une bière, pas avec 1 mètre de distance, rapidement. Voilà, c'est dans un bar, voilà, en terrasse ou à l'intérieur, à la Croix-Rousse, avec vous, en vrai, quoi. Mais ouais, c'est compliqué. J'espère que le monde de demain sera mieux réfléchi. En tout cas, je pense qu'on est tous mis devant nos responsabilités, chacun là où nous sommes pour cette fois-ci, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'attends rien des politiques, mais de nous-mêmes, je pense qu'il faut voilà. J'espère que cet apéro y aura modestement contribué de continuer à tisser des liens les uns avec les autres. C'est avant tout le but du Confinement TV. Et Romain, un petit mot un petit conseil, un petit mot pour se dire au revoir. Du coup, non, j'ai pas ni de conseil ni d'injonction à faire, si ce n'est qu'il me tarde qu'il n'y ait plus de mesures de confinement. J'ai envie de bisous. Je veux des bisous, je veux claquer des bises, je veux faire des câlins. J'ai envie de bisous, moi. On en a tous envie. Merci à vous, Vanessa. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir dans Confinage TV. Salut, Gennaro. Salut, Bénédicte. À bientôt. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Oui, je voulais juste dire. Oscar, bien sûr. Ouais, non, je voulais juste dire qu'en fait, j'ai oublié de dire le nom de mon pote. Il s'appelle Jorge.
Et voilà, je sais qu'il va voir ça. Je voulais juste dire, Jorge, a ti y a tu novia, que se cuiden mucho, que sigan viajando y les mando un fuerte abrazo. Voilà, je leur fais un gros câlin. Et ils voyagent beaucoup et j'espère qu'ils vont continuer à voyager après ça. C'est tout. Merci beaucoup. Je crois presque pour le plus petit cabaret du monde, parce qu'après tout, même dans ce monde confiné, même dans ce monde perturbé, il faut faire de la place aux artistes et aux spectacles. Et du coup, à 21h, on retrouve le plus petit cabaret du monde. C'est ça? Exactement, mon cher Olivier. J'ai failli faire me mettre à parler alors que c'était vous qui parliez. Et oui, on se retrouve donc à 21h avec Christian Gilbert pour le plus petit cabaret du monde. Et comme nous l'a dit Ludovic Mohamed ce matin, restons optimistes. Yes. Merci. Merci à vous et je coupe l'enregistrement. Hop.